S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO, toujours dans les nouveaux studios. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille. Camille, ancienne VC, qui m'a fait passer un de mes premiers entretiens. Spoiler, je ne l'ai pas rejoint. Ça, c'est un podcast d'animosité, en fait. Ouais, tu vois. on va régler les comptes. C'est le revenge podcast, Exactement. j'adore. Bon, comment ça va, Camille? Écoute, ça va très bien, merci. Bon, dédicace à Marc, qui m'a fait l'intro. Marc Laurent, ton conjoint, ancien VC, devenu entrepreneur. Le même parcours que toi. Je vais te poser cette première question qui n'a rien à voir. Tu es CEO. Qu'est-ce qu'un putain de CEO ou une pute de CEO? C'est quoi le rôle d'un CEO? Un putain au sens, qu'est-ce qu'un CEO extraordinaire ou qu'est-ce que fait un CEO dans une boîte C'est quoi ça s'appelle podcast, ça s'appelle Dans la tête d'un CEO. Okay. C'est quoi un CEO pour toi? Et après, tu vas me parler de ton job un peu en Ouais, day carrément. To day. Un CEO, c'est quelqu'un qui dirige une boîte. C'est quelqu'un qui prend des décisions au quotidien et qui essaye de faire en sorte que la boîte tourne, grandisse bien et que les gens qui y travaillent soient plutôt contents, que les gens pour qui elle travaille soient pas trop mécontents et que ça grandisse au quotidien, quoi. On dit Chief Emmerd Officer. Is this true? Tu gères des patates chaudes au quotidien? Pas du tout. Ouais, beaucoup. Et avec ma bien boîte ça? en particulier, ouais, je pense. C'est une boîte très opérationnelle. Ok. T'aimes bien gérer les problèmes? Ah bah si t'aimes pas gérer les problèmes, pour le coup, faut faire un autre métier, je pense. Ouais, j'y trouve une certaine satisfaction. J'aime bien le sentiment d'avoir géré un problème et d'aller de l'avant. Ouais. Ça me drive pas mal au quotidien. Et heureusement pour moi. Je suis hyper curieux de comprendre une chose. T'as dit qu'il fallait prendre des décisions. Est-ce que t'es quelqu'un d'indécise dans ta vie perso, alors que dans ton cas de pro, tu peux être très carré, tu vois, et c'est hyper intéressant comme question. Pour le coup, je suis pas du tout quelqu'un d'indécis. Alors, je sais pas à quel point on peut être différent dans sa vie perso et dans sa vie pro. Je pense pas qu'il faille être, pour être un bon dirigeant, trop tranché, trop assertif. Au contraire, c'est quelque chose que j'ai plutôt eu tendance à reprocher à des CEO dans le passé, que je voyais passer en VC. En revanche, il faut quand même pouvoir décider et que ça te coûte pas trop. Et donc, moi, j'ai plutôt tendance à prendre des décisions très vite dans ma vie perso. Très, très vite. Ah ouais, ça choque même mon entourage. Enfin, Marc et moi, mon mari et moi, on est très rapides. On peut vraiment prendre des grosses décisions de vie. Grosse conviction ou parfois tu te trompes? Ouais, ou t'aimes pas tergiverser dans ta tête? Ouais, je pense qu'on aime bien se faire une conviction. Et en fait, c'est plutôt une question de... on n'aime pas trop retarder le passage à l'acte. Donc, du coup, voilà. Allez, start-upper, je suis moi. Ouais, dès le matin, en prod l'après-midi. C'est un peu ça. Ça fait pas mal rire nos potes. On est du genre on a acheté notre appart en 3 jours. Mais non. On a acheté une maison dans le Pays Basque sans la visiter. Enfin, voilà, on est comme ça, quoi. Bon, on va quand même parler d'entrepreneuriat et de sûr. prise de risque. Je crois qu'on est au bon endroit. Raconte-moi, t'es CEO de quoi? Je suis CEO d'une boîte qui s'appelle Assistant Rénov. Qu'est-ce qu'Assistant Rénov? Assistant Rénov, déjà la particularité, c'est que c'est une filiale d'un groupe de rénovation énergétique qui s'appelle EFI, qui est un groupe actif dans la rénovation énergétique depuis 15 ans et qui aujourd'hui, je pense, est considéré comme le leader indépendant de la rénovation énergétique en France. Et Assistant Rénov, on est une filiale qui a été créée en 2020, mais vraiment lancée en 2024, donc le 1er janvier 2024, l'année dernière. Okay. Et qui... C'est un spin-off? C'est pas vraiment un spin-off, c'est une activité un peu à part. À la base, la filiale a été créée pour mener des missions d'audit énergétique pour les particuliers. Okay. Ce qui est un peu différent que le core business de EFI, qui va plutôt vendre des travaux de rénovation.
vendre soit des mises en relation, soit des travaux de rénovation pour les particuliers qui réalisent en direct. Okay. Ils ont aussi un business de certificat d'économie d'énergie, un business historique de certificat d'économie d'énergie. Et voilà, le sujet de l'audit énergétique et du conseil énergétique pour les particuliers, c'est un sujet un peu à part. Donc, on fait exister chez EFI depuis 2020 avec Assistant Rénov et qui a pris une autre tournure depuis 2024 dans la mesure où, pour accéder à certaines aides de la rénovation énergétique, les particuliers ont besoin de se faire accompagner par un acteur agréé par l'État. C'est un agrément qui s'appelle Mon Accompagnateur Rénov et qui, en gros, te permet d'accompagner des particuliers sur l'ensemble de leur parcours de rénovation énergétique d'ampleur. C'est des parcours qui sont très compliqués, qui sont très longs, etc. Et donc, nous, on fait ça chez Assistant Rénov. Voilà. Attends, j'ai l'impression que c'est le conseil/audit. Il n'y a pas des conflits? Tu sais, une boîte d'audit ne peut pas avoir en client sur la partie conseil et être auditeur parce que ça risque de créer des conflits d'intérêts. Ouais, mais alors pour le coup, quand je dis audit énergétique, c'est vraiment, c'est une sorte de, en fait, on fait le bilan énergétique des maisons de nos clients. Donc on va chez eux, on fait des relevés techniques et à partir de ça, on établit quel est l'état initial de la maison en termes énergétiques. Donc à quel point est-ce que ta maison consomme. En gros, ça te sort une étiquette DPE, ce qui est un peu le moyen de maintenant je vois. Le sujet. Voilà. J'ai un appart, je vois. Voilà, exactement. La mesure de référence. Donc on te sort une étiquette DPE initiale et on te dit quels sont les bouquets de travaux de rénovation énergétique que tu peux ou dois faire pour améliorer la performance énergétique de ta maison. Donc ça, mais est-ce que c'est un fail pour EFI si vous signez pas derrière avec EFI les travaux? Non, mais du coup, c'est ça le truc intéressant chez Assistant Rénov, c'est que pour obtenir notre agrément qui nous permet d'avoir l'activité qu'on a aujourd'hui, on doit prouver qu'on est indépendant, mais vraiment, pour le coup, vraiment indépendant du reste du business d'EFI. Donc c'est pour ça qu'on a monté la boîte de façon très autonome, complètement à part. Mais ça rejoint ce que je dis, du coup, séparer conseil oui, pardon, et en fait, conseil, c'est ça. En fait, côté EFI, j'avais pas compris conseil, mais côté EFI, c'est plutôt de la vente de travaux. Ouais. Et pour le coup, on ne peut pas être maqué avec des boîtes qui vendent des travaux en tant que conseil et tiers de confiance du particulier. Donc, on fait les choses de façon totalement autonome chez Assistant Rénov. Donc, il n'y a pas de passe décisive à EFI. Il n'y a pas de passe décisive à EFI du tout. En revanche, EFI nous fait des... Non, vraiment, pour le coup, c'est hyper important et on insiste beaucoup dessus. C'est aussi pour ça qu'on a mis une gouvernance totalement séparée. Donc voilà, moi, je suis la présidente d'Assistant Rénov et je reporte un board qui est indépendant du reste du groupe. Il y a un board member indépendant. Voilà, donc on a fait les choses de façon... on a vraiment mis des Chinese walls, etc. En revanche, une partie de notre business qui n'est pas du tout négligeable vient de EFI, parce que dans ce sens-là, c'est autorisé. Donc, la boîte de travaux peut faire une passe décisive à l'accompagnateur. Ouais. En revanche, l'inverse n'est pas vrai. Ok. Ouais. Et attends, mini question, est-ce que EFI, avant de faire des travaux aujourd'hui, va essayer d'envoyer à Assistant Rénov ses clients pour qu'ils fassent un audit avant ou pas? Ouais. Pour le coup, ouais, carrément. En fait, ils sont smart. Mais oui, mais ça a du sens en fait d'avoir une activité intégrée. Et donc, vu que EFI est une boîte qui génère beaucoup de leads, parce que voilà, elle est très présente sur Internet, etc. Quand EFI identifie une intention de faire des travaux ambitieux d'un point de vue énergétique, ils vont avoir le réflexe de proposer un accompagnateur. Alors, donc Assistant Rénov, d'ailleurs, EFI ne bosse pas qu'avec Assistant Rénov pour aller jusqu'au bout de l'indépendance. Mais EFI, comme d'ailleurs d'autres boîtes de travaux, vont généralement proposer un accompagnateur à leurs clients qui va réaliser l'audit énergétique et ensuite qui va l'accompagner dans toutes ces démarches administratives liées à l'obtention de ces aides. Qui peuvent être, on parle de 70 000 € d'aide à peu près pour les ménages les plus modestes avec les projets les plus ambitieux, donc c'est des montants qui sont vraiment massifs, quoi. C'est que des projets énergétiques, c'est de la rénovation. Que des projets de rénovation énergétique, ouais. Bon, le podcast n'est pas sur ça, on va pas parler travaux, mais on va en reparler après. Ce qui m'intéresse, c'est assez drôle, j'ai l'impression qu'il y a une strate de vouloir créer un écosystème et de passer un client d'une entité à l'autre, et moi j'aurais pensé que vous créiez Assistant Rénov comme un produit d'appel, tu vois, mais en fait c'est l'inverse, c'est plus de EFI, pardon. Oula, EFI, FH, rien à voir, mais pourquoi pas. J'espère que tes boss vont pas écouter. Bon bref, on s'en fiche. Moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu te considères entrepreneur alors que c'est pas toi qui as eu l'idée? Ah, c'est intéressant. Alors, sachant que tu as monté une boîte avant, si tu veux nous en parler avant d'être en VC aussi. Ouais, carrément. Est-ce que je me considère entrepreneur? Alors, c'est pas que c'est pas moi qui ai eu l'idée, parce que pour le coup, alors je sais pas si j'ai eu l'idée, parce que mais j'ai fortement contribué à l'émergence de l'idée chez EFI, je pense. C'est moi qui ai poussé depuis le début, etc. Donc on n'est pas venu te chercher?
Je bossais déjà, en fait, je bossais pour le groupe EFI. Ok. Je faisais des choses qui étaient liées à ce sujet-là. Et quand il y a eu ce tournant réglementaire-là en 2023, T'as créé l'opportunité. j'ai proposé de pousser pour obtenir cet agrément et développer ce business. Et je me suis consacrée. Et donc, c'est pour ça que j'ai migré. J'ai pris la présidence de cette boîte-là que je gérais déjà parmi d'autres choses chez EFI. Et on a fortement appuyé sur la pédale d'accélération pour lancer cette activité à fond, etc. Donc, je pense que j'ai pas forcément créé l'idée, mais je suis à l'origine de l'idée. Donc ça me différencie pas d'un entrepreneur. Ouais. En revanche, c'est pas ma boîte. Donc ça, c'est différent quand même. T'es intéressé au capital, je suis actionnaire de EFI. Mais aujourd'hui, ils sont actionnaires d'Astor&Nov. Mais du coup, ça crée un modèle un peu différent. Alors, bien sûr, j'ai un package qui m'incentive fortement à la performance d'Astor&Nov. Mais c'est quand même pas ma boîte. Donc, c'est différent. T'as un meilleur salaire que quelqu'un qui monte une boîte demain? Ouais, heureusement. J'ai pas de. Ouais. Est-ce que c'est pas un problème pour la gestion du risque au quotidien? C'est un très bon sujet que je me suis posé avec le fondateur d'EFI, avec qui on a discuté de ça. Pour aligner les intérêts. Ouais, exactement. Parce que du coup, j'ai un alignement des intérêts long terme sur le groupe EFI, mais dont Astor&Nov a une part. Donc c'est beaucoup moins direct que si j'avais des parts d'Astor&Nov. Avoir des parts d'Astor&Nov. Dans la mesure où c'est une boîte qui est 100% détenue par une autre boîte, bon déjà tu peux pas émettre de BSPCE, donc ça c'est des sujets techniques, mais ok, je savais pas voilà. Ça. Mais en plus, tu peux fortement te questionner sur la liquidité d'une boîte comme celle-ci. Bien sûr. Donc pour moi, c'était pas forcément, c'était pas évident que une partie de ma même en réfléchissant un peu au sujet, à la structure actionnariale d'Astor&Nov, c'était pas une évidence que avoir des actions c'était intéressant pour moi. Et donc voilà, donc, effectivement, j'ai un package avec des incentives cash en fonction de la performance de la boîte, mais c'est sûr que ça crée une dimension un peu plus court-termiste. J'ai l'impression que les gens entreprennent pour le capital. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est avec le capital qu'on devient riche. Ça, on va en reparler. Allez, on va parler de ton conjoint qui lui a créé sa boîte, puis en plus, tu as été VC, tu as vu plein d'entrepreneurs. On dit que sa boîte, c'est pas son bébé. Mais est-ce que tu vois une différence, toi, dans comment tu abordes ta boîte, enfin pas vraiment ta boîte du coup, mais la boîte dont tu es CEO, versus peut-être d'autres entrepreneurs qui l'ont créée? Ouais, je pense que c'est un peu différent parce que du coup, quand tu crées une boîte en intrapreneuriat à l'intérieur d'un groupe, t'hérites quand même d'un legacy, d'une culture qui n'est pas que la tienne. Alors après, bien sûr, tu vas construire des choses qui viennent. Tu pars pas d'une page blanche, quoi. Tu pars pas d'une page blanche. C'est la chance d'avoir un business comme ça, c'est qu'en fait, tu n'as pas à faire le 0 à 1. Enfin, beaucoup moins, parce qu'en fait, on a eu tout de suite, d'ailleurs, on a eu beaucoup de clients très vite. On a une accélération assez incroyable, je pense, pour une boîte qui venait de se lancer depuis au 1er janvier de l'année dernière. Ouais. Et donc ouais, franchement, c'est sûr que c'est différent. Ça a plein d'avantages, donc notamment ce côté où tu vas chercher des ressources qui existent déjà, qui te sont à disposition dans le groupe. T'as pas les sujets évidemment de levée de fonds et tu peux investir. C'est bien ça. On est devenu un gros un gros acteur du marché sur notre segment très vite sans avoir besoin de lever. Enfin bref, il y a plein d'avantages. Ouais. Tu bénéficies de la marque aussi. Tu bénéficies de la marque, bien sûr. Enfin franchement, il y a vraiment marque, compétences, cash. Clientèle, il y a vraiment beaucoup de choses très vite. En plus, c'est un gros sujet, il y a un gros sujet lobbying autour de la rénovation énergétique en général, et donc voilà, d'un point de vue presse, accès aux institutions, c'est exceptionnel. Donc c'est sûr que j'aurais pas pu aller aussi vite. Je sais même pas si j'aurais pu faire ça. Même pour avoir l'agrément, en fait, il fallait démontrer de certaines compétences qui étaient qu'on avait cultivées auparavant dans le groupe. Donc c'est l'opportunité. Après, c'est sûr que d'un point de vue capitalistique, c'est pas du tout la même chose, et donc il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça pour le capital. Moi, je le fais pas pour le capital. D'ailleurs, je fais pas ça pour l'argent, je pense. Tu fais ça pour quoi? Je fais ça. Déjà, je fais ça pour. Moi, j'avais envie de bosser pour le climat. C'était quand même mon premier. C'est ça qui a drivé ma sortie du VC et mon démarrage dans le groupe EFI. Et donc pour ça, pour moi, ce qui me drive, c'est avoir de l'impact, avoir du leverage, faire des choses en grand rapidement. Et donc tout ça, c'est quelque chose que tu peux faire dans ma position. C'est pas devenir riche, et je vais pas devenir riche avec Astor&Nov. Mais t'as envie d'être riche dans ta vie? Franchement, est-ce que j'ai envie d'être riche dans ma vie? Je vis très bien. Non, j'ai pas envie d'être. Mais t'es déjà riche, peut-être? Je suis pas à plaindre, mais je suis pas riche. T'inquiète, c'est des questions de fin. Je suis pas à plaindre. On va parler de thunes un peu. La mini question dedans, c'est de savoir,
Est-ce que tu es en train de nous dire, et je sais pas si tu as le droit, là je t'emmerde. Ah, vas-y, je te dirai. Qu'en fait, il y a aussi potentiellement une expiration date chez Assistant Rénov. Non, mais surtout que c'est une expérience aussi pour toi comme quelqu'un prendrait un CDI ou quoi. Parce que derrière, tu vas vouloir monter une autre boîte. Allez, lâche le morceau, là. Non, mais déjà, il y a une expiration date à tout. Ok. Même si tu montes une boîte, généralement, bien sûr, même avec ton associé. Voilà. C'est rare que tu te dises, je monte une boîte et je vais faire ça pendant les 20 prochaines années. Généralement, tu es plutôt sur un horizon de 5 ans, 10 ans. On dit que c'est un mariage, mais dès que tu te maries, tu parles déjà du divorce. Ouais, exactement, c'est un horrible. mariage condamné au divorce. Voilà, moi j'ai des potes et j'ai pas mal de potes qui ont monté des boîtes à la sortie de l'école, dont certains, pour certains ça commence à faire 8 ans, 10 ans, 12 ans. Je pense que c'est un moment, enfin c'est rare que les gens se disent ouais je me projette encore 10 ans. Okay. Donc oui, enfin c'est sûr que je vais pas faire ça toute ma vie. Après, et c'est probable que je me motive pour monter une boîte à nouveau dans le futur, mais pour l'instant c'est pas au programme. C'est quand même plus vers l'entrepreneuriat que ça tend plutôt que de devenir une investisseuse par exemple. Ouais, alors pour le coup investisseur je pense pas, sauf si c'est avec mon propre argent, enfin voilà. J'en ai marre des LP. Ouais, grave, la flemme. Non, mais je pense que j'ai beaucoup aimé faire du VC. Ça m'a permis de mettre un pied dans l'univers innovation, tech, entrepreneurial, que j'avais pas forcément, même si j'avais paradoxalement monté ma boîte avant. Mais je venais pas forcément de ce sérail-là. J'ai adoré faire du VC pendant 2 ans. En revanche, je pense que c'est pas pour moi. J'ai un ADN trop opérationnel pour me projeter dans une carrière VC, en tout cas maintenant, à mon âge, quoi. Et je suis sûr que le VC t'a permis de rebondir et d'aller sur Assistant Rénov, en fait. À fond, c'est clair. Alors, je te pose cette question. Tu as déjà monté une première boîte. Ensuite, tu es allé en VC. D'ailleurs, tu as revendu cette première boîte. Ouais. Qu'est-ce qui manquait à cette première boîte et que tu as su choper en 2 ans de VC pour être la bonne CEO, en tout cas, je te le souhaite, que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as appris réellement? C'est ce que je me souhaite également, mais c'est pas moi qu'il faut demander. On va faire un petit... je vais envoyer un typeform après à tes employés. Qu'est-ce que j'ai appris en VC? En fait, je pense que c'est plus une façon d'apprécier les business models et les potentiels de marché que j'avais pas forcément. Enfin, la première boîte que j'ai montée, c'était une super expérience, mais je me suis un peu jetée à corps perdu sur... une idée qui m'est venue très rapidement parce que c'était un truc qui me passionnait. Le sujet, c'était le sport en entreprise. Et donc, c'était très bien, c'était très sympa pour une première expérience. Mais je pense que je n'avais pas assez réfléchi au business, au marché, etc. pour que ça donne quelque chose sur le long terme. J'avais aucune expérience dans la levée de fonds. T'as revendu en 1 an, c'est ça? Ouais, j'ai revendu en 1 an. Après, oui, non, mais franchement, c'est une histoire très bien. À la compète en plus, c'est ça? Exactement, ouais. Ouais, exactement. Et on a vendu pour une fois le chiffre d'affaires, et le chiffre d'affaires, c'était à peu près 100 000 euros. Donc, c'est à peu près ça qu'on a fait. Ouais, mais ça reste une belle victoire. Oui, c'est très cool comme première expérience. Au greffe, tu vois. Non, mais bien sûr. Et franchement, je suis très contente de m'être épargné ça. En plus, c'était juste avant le Covid. Enfin, bref, il y avait plein de trucs très cool dans cette expérience. Mais je pense que j'aurais pas... si on avait... je pense que j'aurais pas fait ça 5 ans, 10 ans si on n'avait pas vendu. Et c'est la je me projetais pas assez dans le strat. business, quoi. Okay. Je me projetais pas assez. J'avais pas une conviction assez forte du potentiel de marché et du potentiel de la boîte. Donc, tu dirais que cette première boîte, tu voulais vraiment te lancer et faire et te prouver des choses. Exactement. Ok, mais quand tu revois... J'avais juste envie de faire, en fait. J'avais juste envie... je bossais pour une grosse banque. Ok. Et j'avais juste envie de faire mon truc, de tenter, de commencer à vendre. J'avais envie d'un truc qui puisse se start-up très vite parce que je voulais pas lever de fonds. T'as bootstrap, ça? Ouais, complètement bootstrap, ouais. On a levé... on a levé un petit truc avec... Friends and Family. Ouais, et en fait, on n'a pas pris l'argent parce qu'on a vendu. Enfin, bref. Classe. Donc voilà, et donc c'était très bien comme première expérience, mais après, j'ai pas cherché à remonter une boîte dans la foulée. Ok. J'avais envie de me structurer, donc je m'étais dit, soit je rejoins une startup dans un métier ops, soit je fais du VC. Et justement, vas-y, je t'en prie. Est-ce que le VC, c'est pas un des meilleurs jobs en vrai?
T'es quand même écoute, ça payé à dépend. rencontrer des gens et dire une fois sur 100, allez, on investit. Parce que c'est ce que tu fais maintenant. Bah, toi, c'est fait pour toi, c'est clair. Non, mais en vrai, ouais, moi, ouais, je disais, je pouvais le faire gratuitement, ce job. Ouais, Tellement je écoute, kiffais. c'est ça qui fait que je suis pas faite pour ça, parce que je pense que ça convient. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Pour moi, non, c'est pas un des meilleurs jobs, parce que Raconte-moi. ça me frustrait énormément J'allais dire, c'était quoi la limite? Et je suis sûr que ça engendrait cette histoire. Vas-y, raconte-moi. Ouais. Non, mais ça me frustrait énormément de pas faire moi-même, quoi. Donc, je voyais des gens toute la journée, des gars, des filles super qui montaient des projets super. J'allais parfois à des boards, c'était super. Les entrepreneurs racontaient tout ce qu'ils avaient fait. Je donnais mon avis que je trouvais honnêtement pas très légitime, étant donné que voilà, enfin, j'étais jeune et je connaissais. D'ailleurs, je suis toujours encore jeune, mais je connaissais pas grand-chose et voilà, je me sentais à la fois pas hyper légitime, pas hyper pertinente. Et surtout, moi j'ai un ADN où j'ai besoin d'avoir mon projet, j'ai besoin de faire. Et là, je voyais passer les projets des autres et il n'y en avait aucun qui était le mien, donc c'était pas. Et ensuite, il y avait la dimension climat, impact qui me tenait à cœur et voilà que je cherchais encore plus peut-être. Est-ce que tu enviais, et je dis ça sans que ce soit péjoratif, la passion que ces entrepreneurs et entrepreneuses que tu rencontrais au quotidien t'exprimaient dans leurs projets? À fond. Et tu voyais qu'il n'y avait pas forcément ça en VC? En tout cas, je pense qu'il y a des gens qui s'épanouissent beaucoup en VC, mais moi, c'est clair que j'avais l'impression qu'aucun projet n'était le mien. Alors même si parfois, en vrai, tu as des trucs aussi géniaux, des moments géniaux en VC, l'excitation de faire un deal, c'est trop bien. Bosser pour un CEO et voir que soit tu lui fais du bien, soit tu as de l'impact pour lui, soit tu lui donnes un bon conseil et tu lui fais voir quelque chose qu'il n'avait pas vu parce qu'il avait une main dans le guidon. Juste faire une analyse aussi, voir une boîte dans laquelle tu as investi bien marcher, faire un up-round, il y a plein de moments super cool. Et aussi, il y a des moments que moi, je trouve beaucoup moins cool. Voilà, toute la partie deal flow. Ça va, t'avais des stagiaires pour ça. J'avais des très bons stagiaires. Non, mais t'en fais quand même beaucoup, même quand t'es... Enfin, après, je suis partie juste après être nommé principal. Mais bref, j'en faisais de moins en moins, mais j'en faisais encore. Et moi, je trouvais ça très répétitif, très, très répétitif, le livre. C'est la preuve, quand t'es passé principal, que ni le pouvoir ni l'argent t'intéressent? Peut-être. En tout cas, je gagnerais. Non, mais moi, j'ai toujours fait des choix de carrière qui ont plutôt conduit à baisser ma rémunération. Bon, ça paye pas si bien le VC en plus. Non, ça paye pas si bien, mais ça paye, c'est pas mal quand même. Enfin, c'est pas mal, mais moi qui viens de la finance, j'ai l'impression que c'est le milieu financier le moins bien payé. C'est sûr. Bon, avançons dans tout ça. Attends, juste une mini chose. Je veux parler de ça. Je sais plus. Je sais qu'on a préparé ce podcast, mais ça, je sais plus. Je veux parler du fait que tu sois une femme. Oui. Je sais plus. T'es OK qu'on en parle? Ouais, je suis OK qu'on en parle. C'était comment dans le VC? Je vais dire des choses intéressantes. Mais non, mais je sais pas. Moi, j'ai beaucoup entendu. Moi, je te donne mon biais qu'il y a beaucoup de femmes qu'on va recruter en stagiaire, en analyste, et qu'il y a une politique, je dis bien une politique, qui est depuis 4 ans, où il y a de plus en plus de femmes qui deviennent partenaires. Mais ce qui est aussi dit, c'est que ces femmes-là sont mises là pour de la politique et de la com, alors qu'en réalité, ceux qui gèrent les fonds et tout ça, c'est des mecs 60 balais, tous blancs, qui sortent d'HEC. On va pas se mentir. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Je suis assez d'accord avec tout ça. Fermons la parenthèse. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. T'as dû faire des pieds et des mains ou pas du tout, toi, pour tu vois, t'imposer en VC, choper ton job de principal, imposer aussi tes convictions quand vous débattiez avec tes associés, enfin les personnes avec qui tu bossais en VC? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir eu plus besoin de faire des pieds et des mains parce que j'étais une femme? Non. Est-ce que oui, j'ai bossé? Bien sûr. Après, non, moi j'ai jamais ressenti un problème qui était lié au fait d'être une femme pour m'imposer, etc. Mais aussi parce que je pense que comment dire, je sais parler le langage des hommes masculins. Okay. Je sais m'adapter. Je sais être assertive parfois quand c'est nécessaire, taper du poing sur la table, etc. Et du coup, voilà, voilà. Pour moi, c'est pas un problème, mais je pense que ça peut être un problème pour plein de filles ou de femmes super, et c'est dommage. Fermons la parenthèse. Retournons à l'entrepreneuriat. Ah, attends, mini parenthèse, je vais te poser une question, mais alors là, elle va être tellement large que je préfère mettre un petit peu de légèreté. Tu as choisi des vinyles derrière toi, j'avais zappé. Allez, raconte-moi tout ça.
Ouais. Rapide, j'ai hein, mais choisi... dis-moi Ouais, non, mais pourquoi. rapide. 2 femmes et 2 groupes que j'aime bien. Ok. Daft Punk, Justice, j'aime bien. Les femmes, je connais un peu moins, mais j'aime bien. Elles Donna sont jolies. Summer et la Fitzgerald, ok. Ouais. Voilà. Ok, bon, c'était la parenthèse culture. Ah bah écoute. Je voulais te parler de ta fille. Ah ouais, grave. Est-ce que tu l'éduqueras en lui disant attention, t'es une femme, faut que tu fasses plus que les autres? Est-ce que tu lui diras attention, t'es une femme, c'est un pouvoir plus que les autres? Est-ce que tu lui diras tu vas grandir dans une société très machiste, Ouais. fais attention? Ou à l'inverse, est-ce que tu lui diras rien et qu'elle découvrira ça par elle-même? Ouais, c'est une bonne question que je me pose tous les jours et surtout dans un contexte où les masculinistes sont quand même en train de reprendre le pouvoir dans beaucoup d'endroits dans le monde. Donc ça Oh me les fait- US! Oh putain! Voilà, moi ça me fait vachement peur. J'ai plutôt tendance à prendre le parti de élever sans rien dire. Mais probablement j'aurai des petits warnings de Ouais, attention, attention, attention. ok. Attention, il faut rien lâcher et surtout, moi, mon intention, c'est de faire aucune différence entre elle et de futurs potentiels petits garçons que je pourrais avoir. Alors? Non, mais, Tu mais nous tu vois, là, annonces. aujourd'hui, ça prend la forme de, je sais pas, c'est des mots, Bien des sûr. façons d'interpeller, des tons, des façons de m'habiller aussi. On Je en fais parlait vachement de ça. gaffe à l'habiller de façon neutre. Alors, on m'offre des trucs roses toutes les semaines, donc je fais ce que je peux. Mais voilà, moi, je trouve vraiment que ça passe aussi par là, par le fait d'essayer de pas être différent. Après, je pense que c'est dur. Mais Ben justement, je trouve mais c'est mon qu'en tant objectif. que parent, je ne le suis pas, j'espère l'être un jour, mais j'imagine, dis-moi si je me trompe, que tu as un côté de protecteur, mais qui est décuplé envers ton enfant. Et il y a des moments, tu vas faire des choses, tu vois, pour les protéger. Je parle Ouais. bien de protéger. Est-ce que à trop protéger, t'as pas peur de laisser ton enfant? Est-ce que c'est une conversation que tu as avec ton mari? Là, on parle vraiment éducation, mais je trouve que ça rejoint l'entrepreneuriat. Plus tu protèges, moins tu apprends à prendre des risques. Ouais. Et Ouais, Vous en avez c'est parlé de un- ça un peu ou Bah, Bon, elle alors, est jeune. c'est encore tôt. Je pense qu'on a plutôt tendance à parler des choix qui se présentent à nous quand il faut les faire dans les 3 minutes qui suivent. Mais Step by step. ouais, c'est clair. Non, mais oui. C'est sûr que c'est un arbitrage à prendre entre laisser ton enfant prendre des risques, s'envoler de ses propres ailes et la peur qu'il souffre ou qu'il y ait quelque chose qui se passe mal. Et donc, ouais, moi je pense que je suis assez protectrice, donc il faudrait que je fasse attention à ça, à quand même pas être too much, quoi. Et je pense que c'est les émotions dans tout ça. Ouais. On revient à Assistant Rénov. Tu bosses avec des émotions ou tu les mets tout le temps de côté? Est-ce que le soir, tu rentres avec Assistant Rénov dans ta tête? Alors oui, oui. Alors le fait d'avoir un enfant t'aide à passer à autre chose après une journée de travail qui peut être intense, mais ça m'arrive quand même. Ouais. Non, mais ça aide à faire un sas. Après, oui, le soir, je rentre souvent avec Assistant Rénov dans ma tête. Alors au boulot, je m'efforce d'être. Enfin, j'essaie vraiment de ne pas être émotionnelle. Ok. Tu l'es de base dans ta vie perso ou pas forcément? Parce que tu me dis que t'es impulsive aussi, donc ouais. je sais pas si c'est impulsif, mais tu prends des Ouais, décisions rapides. Oui, je sais pas si je suis. Non, mais si, je peux être un peu, impulsive par moment. Voilà. En tout cas, je fais attention à pas me laisser driver par mes émotions. C'est assez important pour moi. Je pense que pour prendre des bonnes décisions, c'est important. Après, il faut pas non plus refouler ses émotions et donc je peux aussi dire quand je suis triste ou quand quand je me sens pas bien, etc. T'as pas d'associé, t'as pas de Non, co-founder? ça c'est un des trucs. À qui tu peux le dire? Ça Ouais, mais c'est un bon point. C'est un des trucs très difficiles, je trouve, de mon job. C'est le fait de pas avoir de co-founder. J'ai du coup un T'en as un à la board, maison. ouais, non mais pour le coup ça aide de ouf, m'aide, j'imagine. carrément Ouais. à fond. Et heureusement que j'ai Marc à la maison pour pouvoir me déverser de mes problèmes et de mes journées. Et après, j'ai bien sûr, j'ai le board et le fondateur du Compofi avec qui j'échange, mais on est quand même, enfin, c'est pas du tout un cofondateur, c'est très différent comme Tu mets nature des de barrières, ouais. relation. C'est pas que je mets des barrières, c'est que je lui parle une fois toutes les 2 semaines Tu vas et raconter ta voilà, life, je raconte pas ma life, quoi. Ok. Et après, après j'ai des managers directement en dessous de moi avec qui je m'entends globalement très bien. Et oui, avec qui parfois je vais. Enfin, franchement, quand je suis triste ou que je suis déçue ou que je me sens en colère, je vais pas forcément. Oui, je me sens pas obligée de le refouler. Mais c'est sûr que j'ai moins l'occasion de l'exprimer que je pense n'importe quel CEO ou fondateur qui a des cofondateurs et qui sont exactement à son niveau. Donc, ouais, il y a des moments de solitude quand même. On va en parler. En vrai, le rôle d'un cofondateur, c'est pas forcément, ou d'une cofondatrice, c'est pas d'être ton psy ou ton confident,
Mais ouais, tu te sens seul par moment. Et quand je dis seul, c'est même pas sur l'émotion, c'est même les prises de décision. Ouais. C'est par moment, c'est bien d'être rassuré aussi Ouais. dans ses choix. Bah ouais. Non, mais Ouais. oui, la réponse, c'est oui par moment, même si voilà, j'essaie de pas concentrer trop toutes les propositions de décision chez moi, voilà, de déléguer au maximum les prises de décision que je peux déléguer. Je travaille beaucoup à la confiance, donc je fais vachement confiance aussi Ok. aux managers avec qui je travaille, même aux équipes avec qui je travaille. Il y a des personnes avec qui je travaille depuis très longtemps, etc. Mais ouais, franchement, oui, j'ai des moments de solitude, ouais. Il y a un rôle, attends, je t'embête juste dedans. Est-ce que tu as un rôle en tant que CEO? Là, on parlait des émotions, mais c'est de. Alors, je sais pas si c'est radical candor et tu dois leur dire quand ça va pas, mais que tu es tout le temps optimiste, etc. Ouais. Tu vois, est-ce que tu dois mettre un masque? En fait, on met tous des Ouais. masques en société, mais qui plus est quand tu es la big boss. Et d'ailleurs, combien de personnes tu gères? Ouais, aujourd'hui, il y a je dirais qu'il y a, il y a entre 40 et 50 personnes là, Ok. dans la boîte. Il y a des gens sur le terrain, Ok. partout en France, et au siège, on est une trentaine. Et donc, du coup, je reviens dessus, mais tu mets de la distance. Tu mets une sorte de masque par moment. Je Même suis assez inconsciemment. naturelle. Ouais. Moi, je suis quelqu'un d'assez naturel et assez direct. Pour le Ok. coup, c'est une de mes caractéristiques. Ok. On va faire un beau podcast. Donc, ouais, non, mais c'est vrai. Donc, je me cache pas. Je me cache pas. J'essaye pas. Enfin, je m'efforce d'être le plus transparente possible aussi. C'est un truc vraiment important pour moi. Donc, j'essaye d'expliquer d'où viennent mes choix, les décisions, de dire ce qui va et de dire aussi de façon transparente ce qui va pas, parce que je pars toujours du principe que, en fait, si les gens peuvent comprendre peuvent se mettre à ta place, comprendre d'où viennent tes décisions et pourquoi tu dis les choses ou tu fais telle chose, en fait, tout se passe beaucoup mieux. Communication. Voilà, non, mais bien sûr, c'est un peu cliché, mais non, mais c'est c'est vrai, pour le coup, j'essaye pas de faire preuve d'un optimisme forcené et de dire que les Ok. choses vont bien alors qu'elles vont pas bien. En revanche, oui, je vais pas aller évidemment, tu as quand même un devoir de driver la boîte, de porter le projet et d'y croire. Et en fait, c'est même pas que j'ai le devoir d'y croire, c'est que j'y crois, sinon je le ferais pas. Donc, il y a des choses que peut-être on pourrait voir différemment ou de façon plus négative, que moi je vois positivement et avec enthousiasme parce que je suis à fond dedans et que je suis aussi quelqu'un d'enthousiaste. Donc, mais c'est de l'enthousiasme mais qui n'est pas forcé, en fait. C'est juste ça. Je vois très très bien. Qui te permet de te réveiller tous les matins. Exactement. Sauf que nous sommes Ouais. des humains et nous avons des humeurs qui changent. Tout à fait. Et n'importe quel entrepreneur ou entrepreneuse digne de ce nom Ouais, se doit de douter. bien sûr. Quand bien est-ce sûr. que tu doutes? Et de quoi tu doutes par moment? Ah, bah c'est un bon point. Non, mais parfois, on est sur un... Alors, à 609, on opère... Le marché de la rénovation énergétique, c'est un marché qui, je pense, est particulièrement difficile parce qu'il est fortement dépendant d'un contexte réglementaire qui, en ce Ok. moment, bouge beaucoup. Ok. Donc, t'es pas sans savoir toutes les itérations. Ah, je les connais qu'il y a pas au toutes, budget, mais mais ouais. voilà. Mais ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, là, en ce moment, il y a le sujet du budget, mais avant, il y avait des remaniements, et puis avant, enfin bref, il se passe toujours des choses qui font qui peuvent avoir un impact vraiment massif du jour au lendemain sur ton marché. business dépend de la politique, quoi. un peu. Complètement, Ouais. mais Enfin, complètement, pas qu'un et peu, d'où mais- l'importance de faire du lobbying, etc., et de faire passer ses idées et ses convictions aux décideurs politiques. C'est ce qui fait que tu as des trajectoires d'accélération aussi exceptionnelles que ce qu'on a eu par exemple chez Alistair Rénov là en première année, mais qui fait aussi que du jour au lendemain, tu peux te faire sucrer ton marché, quoi. Donc faut avoir les reins hyper accrochés. L'autre caractéristique du marché de la rénovation énergétique, c'est que c'est un marché où il y a beaucoup d'argent du coup public et du coup le corollaire, c'est qu'il y a beaucoup de fraude. Ok. Et donc, moi, j'ai ce challenge personnel qui m'a parfois découragée et qui m'affecte vraiment de voir des boîtes qui fraudent ou jouent avec les règles ou font des choses qui sont absolument pas dans l'esprit de la loi et qui vont, oui, jusqu'à faire de la fraude de façon évidente, qui se font des centaines de milliers d'euros hyper C'est de l'argent rapidement, voire des public. milliards, de l'argent public, C'est notre et argent. qui s'en sortent, qui s'en sortent malheureusement souvent indemnes. Alors que toi, tu trimes pour respecter les règles qui, du coup, se renforcent et deviennent de plus en plus exigeantes pour faire face à cette fraude. Mais en fait, les fraudeurs, bref, ils s'en foutent, ils ok. continuent. Ça, c'est un vrai challenge. Donc ça, c'est de la compète plutôt? Ouais, en tout cas, c'est même pas. Moi, je considère même pas que c'est de la compétition, les fraudeurs Ok. qui font les choses n'importe comment. Non, mais je veux dire, quand tu dis des fraudeurs, c'est sur quel genre d'OP? Enfin, c'est des personnes qui, comme c'est des boîtes. comme Assistant Rénov, vont faire de Qui l'audit vont avoir pour des le même ok. genre de métier, mais qui vont le faire pas dans les règles Oui, ou ok. mal. Pour que l'autre chope et son du crédit. coup, ok. vont grossir
très très vite ou se prendre beaucoup d'argent alors qu'ils ont fait les choses de façon quasiment illégale. Voilà. Donc il y a un manque d'éthique chez vous, dans votre écosystème. Ah bah quoi, ouais, dans non, nos- mais enfin, il y Ah, a je savais vraiment pas du tout non, ça. mais il y a un ok. gros sujet. Enfin, c'est même pas là, on n'est même pas sur de l'éthique, on est sur Oui, du respect sur du respect légal. des règles. Ouais. Ouais, ça c'est challenge. Tu m'avais dit juste, je veux bien que tu me fasses un petit update. 1 an que vous avez lancé ça, 1 an que t'es Ouais. full time dessus. Ouais, exactement. En fait, non, je suis full time dessus depuis la fin de l'année du Q4 2023 parce qu'en gros, on a préparé, Ok. on a dû préparer tous les sujets d'agrément, etc. Et on s'est C'était préparé 15 mois, quoi. on savait qu'on allait obtenir l'agrément en fin d'année 2023 et on a préparé pour être prêt le 1er janvier parce que du coup, pour le coup, il y a vraiment eu un lancement le 1er janvier de l'activité liée au contexte réglementaire, quoi. Fin janvier, Voilà. 31, vous bouclez à combien? Et ben ouais, le fin janvier 31, on avait booké 500 contrats à 2000 euros. 2000 euros. Ok, Donc ça 100K, fait 100K c'est, ouais, de CA le sympa. premier mois. Ouais, c'est cool. Et sur l'année, on a fait à peu près, alors on communique sur le nombre d'audits qu'on a fait et de dossiers qu'on a déposés, mais on aura fait à peu près 2000 audits énergétiques chez des particuliers et déposer à peu près 1500 dossiers d'aide. Ok. J'ai la Donc flemme voilà. de faire les Ouais, ça maths. fait à peu près 2,5 millions de CA, quoi. Ah, c'est gentil, je croyais que tu voulais pas me Ouais. donner. Je croyais que tu Finalement, tournais autour je du me pot, suis j'étais en dit, mode tu sais paye. quoi. Bon, merci, ok, c'est une belle Voilà. année. Vous êtes Ouais, c'est content? une belle année, ouais. Ouais, on est content. Vous aviez un objectif? Ouais. Vous l'avez passé? Ou dépassé? On l'a atteint. Vous l'avez atteint? Ouais. Ok. Est-ce qu'il a augmenté cette année? En 2025? Ouais. C'est pas dur, ça? Et c'est dur. De Bah, si, tout le c'est temps dur. vouloir aller chercher plus. Ouais, si, c'est dur. C'est dur. Bah, surtout là, on est sur un marché qui est très mouvementé, donc il y a, Ouais, il n'y a pas de plafond encore. il n'y a pas de plafond, mais en fait, les sujets budgétaires là qui sont en train de se décider maintenant vont quand même avoir un impact important sur la décision de nos clients de se lancer dans un projet ou pas. Assistant Rénov, c'est quoi l'ambition? Juste que je comprenne. Est-ce que c'est en mode start-up? Et si là, vous faites allez, x2 la deuxième année, c'est x4 la troisième et c'est x10 dans 5 ans? Ouais, alors une startup un peu classique, c'est plutôt x3, x3, x3 pendant sur les jusqu'à la série A, série A, je dirais. Ouais. Série B. Oui, on a des ambitions qui ressemblent, ouais. Alors, Ok. ce serait... voilà, on va voir, mais ça ressemble. Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que Ouais. vous êtes aussi Après, là, ambitieux typiquement, que... ouais, on est une startup on est qui a levé ambitieux, des fonds. clairement. Parce que c'est pas le même modèle, hein. Une startup qui a levé des fonds, à un moment, elle va vouloir revendre ou c'est des Ouais, départs. Alors que... exactement. Non, pour le coup, on est ambitieux. Après, là, ce qu'on se dit, c'est aussi, on n'a pas envie de se figer dans un budget trop restrictif, sachant que en fait, les choses, encore une fois, peuvent changer du jour au lendemain. Donc, c'est pas qu'on se donne pas de budget, c'est juste que, voilà, on se dit qu'il faut être suffisamment flexible pour être capable de réévaluer les objectifs, les budgets en fonction des contextes de marché, quoi. On observe. Il y a un Bon, business après, comme toutes les d'upsell chez startups, je vous? pense, hein, mais... Comment? Il y a un business d'upsell ou de pour l'instant, repeat non. chez vous? Non. Pour l'instant, non. Donc c'est du one shot à chaque fois. Ouais, c'est du one shop. Après, alors donc le repeat, non, parce qu'en fait, un particulier qui a fait un projet Plusieurs audits, de rénovation d'ampleur, alors à moins qu'il ait plusieurs maisons, c'est possible, mais ça arrive d'ailleurs. Mais globalement, il n'y a pas vraiment de Mais ils sont repeat rares. en soi. En revanche, on a des canaux d'acquisition via des sociétés de travaux, donc EFI en est une, mais il y en a plein en fait, qui cherchent des accompagnateurs pour leurs clients. Et ça, du coup, c'est une dimension repeat partenariale où, du coup, si tu développes un canal et tu fais du bon taf, normalement, tes partenaires vont continuer à te prescrire des ok. clients, quoi. Et l'upsell, pour l'instant, non, mais c'est vraiment une question qu'on se pose. Il y a beaucoup de choses que Donc tu il y a peux faire d'autres en fait, autour produits du ou services Ouais. qui vont arriver? En fait, il y a vraiment il y a beaucoup de possibilités autour du service ou conseil énergétique aux particuliers. Donc, tu peux réfléchir à... T'es à combien plein de de choses. pourcentage de ton expérience chez Assistant Rénov, ton passage, j'ai envie de dire, même, qui serait un super succès? T'es à combien là? T'es à 2% ou t'es déjà à 10%? Tu veux dire, si je me dis 100%, c'est quand j'aurai réussi chez Assistant Rénov? Ouais, que t'as fini, que c'est un succès et que voilà, tu Ouais. passes à autre chose. Là, t'estimes que dans ton parcours, t'es à quoi? Ah, c'est une bonne question. Ça veut pas dire que c'est en temps, tu vois, c'est aussi Ouais, en ouais, termes c'est de... intéressant. Je dirais 20%. 20%? Ouais. Ok. Et on est d'accord que c'est, tu vois, ça fait 20 et après ça va grappir, mais petit à petit. C'est On pas va 20% voir. par an. En Bon, on verra, on se On parle verra, dans 5 en ans. fonction de ce qu'on aura fait cette année, on pourra en reparler. Ouais. Parle-moi du lobbying, 30 secondes. C'est un truc qu'on n'en avait pas forcément parlé, tu sais, en amont lorsqu'on a préparé ça.
Est-ce que c'est pas compliqué de parler à des politiques ou des personnes qui parlent ce langage-là? Et je vais aller plus loin. Est-ce que c'est pas compliqué dans un écosystème ou une industrie que tu connais pas trop à la base, j'imagine, non? Bon, t'es passé quand même chez EFI, mais... Non, et pour le coup, bon, je suis arrivée chez EFI en 2021, je crois. Donc ça faisait 2 ans, mais j'avais pas du tout touché au... Enfin, chez EFI, il y a des gens qui font du lobbying, etc. C'est une équipe vraiment dédiée, donc je T'aimes bien suivais. ça? C'est vraiment quelque chose que pour le coup, j'ai apprécié de découvrir ça. C'est un univers... amélioré, etc. Ouais, ça m'a fait vraiment marrer. Mais tu feras pas carrière dans ça. Non, je serais pas lobbyiste, évidemment. Mais j'ai pris du plaisir à la partie presse, relations publiques, relations avec les institutions, etc. Ça m'a fait vraiment marrer parce que je connaissais pas du tout et c'est un monde tellement à part. C'est un monde de pouvoir, tu dirais, vraiment? D'influence, de pouvoir, oui. Et puis surtout, c'est vraiment la sphère du service public que moi, franchement, j'avais pas vraiment approché. Juste parler à des représentants du service public, d'agences publiques. Donc nous, on parle beaucoup avec l'Agence nationale de l'habitat, etc. Franchement, tu as des codes qui sont un peu différents. C'est des gens qui sont pas drivés. Voilà, c'est pas l'univers startup, c'est pas les mêmes temporalités, c'est pas les mêmes agendas. Et c'est du pas coup, les mêmes prises de décision. Pas du tout. Non, mais pas du tout. Et c'est assez marrant de voir à quel point est-ce qu'ils ont une vision différente du même sujet, quoi. Est-ce que allez, on va taper sur le... Mais on va pas les citer, t'inquiète. Est-ce qu'il y a des dingueries où tu te dis, mais c'est pas normal, quoi? Sachant que ça, c'est l'opposé de la start-up, ouais. Oui. Non, mais plein. Des réunions à rallonge. Voilà, alors des réunions à rallonge, moi, je l'ai pas vécu... je l'ai pas vécu en direct, mais je trouve que Trop de il y a des... Oui, voilà, il y a des lourdeurs. En fait, c'est surtout... Ce que je trouve assez difficile, c'est d'observer les lourdeurs administratives que tu peux avoir à différents échelons, et qui fait que on est sur des process typiquement pour l'obtention des aides qui sont pas fluides, qui sont longs, avec des chaînes de décision qui sont pas simples, avec des moyens de solutionner des cas complexes qui sont parfois inexistants. T'as des trucs, juste aussi les plateformes du service public qui parfois bug de façon flagrante. Donc oui, il y a des choses, mais c'est sûr que c'est des grosses machines. C'est vraiment un autre univers, quoi. Et les personnes qui sont en charge, je sais pas, c'est des mecs, des nanas, c'est même pas ça qui m'intéresse. Est-ce qu'ils sont ancrés dans la réalité ou est-ce que tu trouves justement qu'ils sont déconnectés? C'est marrant, ça dépend. Alors moi, il y a des bons et des mauvais partout, quoi. Ils peuvent pas. Alors il y a différents échelons, mais c'est marrant parce que quel que soit l'échelon, donc il y a des mecs qui sont vraiment assez high level, qui sont à l'échelon national, qui vont par exemple diriger les programmes d'aide, comment est-ce que on les déploie, etc. Et eux, en fait, on peut pas leur reprocher, mais ils sont pas sur le terrain, ils sont pas opérationnels, donc ils ont besoin. C'est pour ça aussi qu'ils s'alimentent des remontées que leur font les acteurs privés, les startups ou les boîtes, quoi. Ils ont besoin de ça pour s'alimenter, pour comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et oui, pour le coup, eux, ils sont par définition, ils sont pas ancrés dans la réalité opérationnelle. Et ensuite, il y a... Mais du coup, parfois, c'est très étonnant, en fait, parce que toi, tu penses d'une façon, ça te paraît évident, c'est des trucs que tu vois tous les jours, tu parles tous les jours à des partenaires et tout, et en fait, tu leur dis des choses qui te semblent évidentes, et eux, ils le découvrent, mais tu peux pas leur reprocher, franchement, c'est la nature de leur position. Et après, il y a des échelons beaucoup plus locaux, avec lesquels on discute pas mal, des collectivités, etc. Et c'est des gens, de façon générale, c'est que des gens qui ont le service public chevillé au corps, qui sont drivés par l'impact, qui sont souvent, c'est des passionnés des sujets climatiques. Moi, j'avoue, c'est qu'on n'a pas cette image-là. Non, pas du tout. On se dit que c'est des gars qui moi, brassent des millions. Ceux que j'ai rencontrés, surtout en local, ils sont vachement proches de leur territoire, etc. Néanmoins, il y a quelques réalités de marché super vraiment, mais des réalités de marché de masse, des drivers de masse sur la façon dont se font les choses, à côté desquels ils passent complètement, quoi. Et ça, moi, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était assez frappant. C'était marrant. On va prendre un step de recul. Est-ce que assistant rénov, ton job, il est plus dur que ce que tu pensais avant le 1er janvier 2024? Parce que je parlais du lobbying, j'avais demandé ce que tu avais anticipé ça, mais en fait, de manière globale, quoi. Est-ce que c'est plus dur que ce que je pensais? Pas forcément. Est-ce que c'est dur? Franchement, ouais, c'est dur. Ok. C'est aussi kiffant que ce que tu pensais? Ouais, c'est kiffant. Ouais, quand même. C'est kiffant, c'est kiffant. Globalement, c'est très kiffant, mais je pense que ça convient pas à tout le monde. C'est kiffant, mais il faut kiffer avoir des problèmes, quoi.
J'allais parler de ça. J'allais pas parler des problèmes, j'allais dire la prise de risque, mais en fait, c'est les challenges. Ouais, c'est exactement. Tu fais partie de cette trempe d'entrepreneurs qui s'amusent à courir des semi-marathons. Ouais, non, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien. Non, mais je te charrie, c'est juste moi qui j'aime ose bien pas les challenges. courir et du Mais coup, je voilà, suis fais-le, dégoûté. viens, tu sais. viens, Non, mais viens. c'est ça. Tu Prends un vois. dossard, mais il y en a plus maintenant. Comment ça se. Allez, bon, on a compris Ok, il y a le sport. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça, des expériences où tu essayes de. Je sais pas si c'est repousser tes limites, si c'est découvrir Ouais. des nouvelles choses, même dans lesquelles t'es pas en zone de confort et tu le fais une fois et en fait, t'es en mode ok, je l'ai fait, mais ça me plaît pas. Ouais. Là, j'essaie d'aller voir en fait ce mindset entrepreneurial qui est un peu différent pour tout le monde, je pense. Ouais, c'est clair. Non, mais moi, j'adore donc résoudre des problèmes. J'adore me dépasser. Enfin, voilà, je pense que le dépassement de soi, c'est un des trucs qui me drive pas mal. Et j'adore aussi découvrir de nouvelles choses, voilà, vivre des expériences de façon générale, tester des trucs. Et ça passe par effectivement le sport. J'adore essayer plein de sports, le voyage, les activités, etc. Et oui, ça me drive vachement dans Tu la te fais partie. vite chier Je sais pas. Ouais, peut-être. Non, je sais pas. Je pense pas que je me fasse vicier. En revanche, j'ai besoin de faire des choses tout le temps. Ouais. Tu regardes souvent, tu regardes 2 fois les mêmes films ou les Non, mêmes ça, séries? jamais. 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 Donc je peux t'as pas. tout le temps besoin de nouveaux. Ouais, un peu. Ok, et quand tu regardes un nouveau film ou une nouvelle série que t'aimes pas, t'as pas trop le seum? Ouais, si je suis dégoûtée. Ok, bon ben je vois. Je suis dégoûtée, mais en revanche, je suis capable d'arrêter. Maintenant, je me mens plus de. Ah ouais je commence. Ah ouais, non, mais j'ai Ok. arrêté ce truc-là. T'es pas du genre, Je commence un j'attends livre, le je me sens 8e obligée de le épisode. finir et Ouais, tout. ouais, Ouais, non, ok, plus du ouais, tout. Mais ça, j'ai cut the bullshit depuis longtemps. C'est un truc que je faisais avant, mais depuis que j'ai découvert ça, je me sens beaucoup plus libre. Non, globalement, j'ai rarement tendance à m'entêter dans les trucs qui me font chier. Voilà. Donc, Ok. si je fais les choses, c'est que j'y trouve mon compte. Quoi. Vous êtes différent avec ton conjoint Marc? Là-dessus, lui, il me critique un peu parce que pour le coup, je suis vraiment très active, etc. Et lui, parfois, il est en mode, franchement, c'est plus le chill. week-end, un peu, ouais. Non, mais il est très actif aussi, mais je pense qu'il y a des moments où, J'ai cette effectivement. image de lui là devant la téloche en mode. Ouais, fous-moi la paix, quoi. Ouais. Fous-moi la paix, me mets pas la pression pour faire 4 trucs le week-end et juste Donc pose-toi, tout quoi. à la bougeotte, ouais. Moi, Attends, un peu c'est la plus, ouais, bougeotte je pense. ou c'est t'as besoin de rendre ton temps utile à chaque fois et productif? Ouais, je pense que c'est un peu ça, c'est que j'aime bien avoir l'impression d'avoir fait des quelque choses. Ouais. Ouais. Comment il est Je parle de Marc. Bon, spoiler, je vais le recevoir, je vais lui poser les Ah bah questions. voilà, Mais tu non, mais pourras je trouve arrêter ça sur toi-même. grave intéressant. Tu Je lui veux- parleras de moi pareil alors lors de la. Ouais, lors pas de de souci, ton entretien. Ouais. Est-ce qu'il est. Ah, j'allais dire stressé, mais je sais pas si c'est le mot. Lequel de vous deux vit, pas le plus dur, mais vit le plus fort, le plus intensément émotionnellement sa boîte? Ah, je pense que c'est lui. C'est lui quand Ouais, même? je pense Ok. que c'est lui. Tu pour dirais le que coup. c'est lié au fait que c'est lui qui l'a créé, etc. Ouais, je pense que c'est aussi une question de tempérament. Ou, je pense qu'il avait. Pour le coup, c'est même lui qui m'a souvent dit qu'il hallucinait de ma capacité à parfois prendre du recul par rapport aux trucs qui se passaient dans la boîte. Et c'est vrai que je suis assez. Enfin, je pense que je prends pas le recul quand même. Il y a des moments où je suis beaucoup plus stressée, Ouais. que je trouve dur, etc. Il y a certains sujets qui me touchent vachement, par exemple les sujets RH, qu'il peut y avoir Je voulais parler. On va dans en une parler. boîte en plus comme la mienne. Il y en a quand même assez souvent. Ça peut vachement me toucher, m'angoisser. En revanche, il y a d'autres trucs, j'avoue, qui m'empêchent pas de dormir la nuit. Voilà. Il y a pas, disons que c'est pas les mêmes choses qui nous empêchent de dormir la nuit. Et c'est quoi les conversations? Et bon, déjà, est-ce que vous en parlez à la maison? Je crois que tu m'as dit oui, et c'est pas en Ouais. mode. Pas tout le Franchis temps. pas le palier de la porte en mode on arrête de parler boulot. Non. Non. Il y a pas. Il y a équilibre vie pro, vie perso, ou bullshit si t'as un job qui te passionne. Non, il pour faut le coup, moi je pense que c'est hyper important de savoir ne pas parler de ça tout le temps cloisonner et par moment. cloisonner et Ok. avoir une vie perso. Enfin, Ok. je suis hyper rigoureux sur le fait de j'aime pas qu'on bosse le week-end, j'aime pas qu'on bosse le soir. Ok. Voilà, ça va nous arriver, mais Mais par contre, je vous trouve ça parlez. important de séparer. En revanche, on peut parler. Ouais. C'est quoi les conversations? Quand je dis c'est quoi, c'est quoi les. Tu vois, t'as besoin de son avis sur quoi et lui, il a besoin de ton Ouais. avis sur quoi? Alors lui, c'est marrant, mais il aime bien juste me raconter sa journée en détail. Donc il fait ça souvent. Moi, beaucoup moins. Au contraire, genre, ça m'arrive très souvent. Je de sens que juste c'est pas trop avoir long envie de- par moment, tu lui dis abrège. C'est quoi la chute? Et non, mais après, on se demande vachement conseil. On se demande vachement conseil en fait dès qu'on a une difficulté, une décision à prendre, Ok. quelque chose qui nous travaille.
un board à venir, on se fait, c'est on de se fait l'humain. relire les docs. J'allais dire Ouais, souvent c'est de la vachement. relation humaine, c'est pas une analyse Vachement, de... et sujets managériaux, oui, carrément. Alors pour le coup, c'est pas une analyse de qu'est-ce que tu penses de mon CAC sur LTV Non mais c'est ratio, ça tu que je voulais voir. Ouais, ok, on n'est pas dans du business Non, non. ou des chiffres, on est vois. Non, vraiment non, c'est sur très souvent comment sur des sujets gérer. managériaux ou des sujets strat. Eh ben, ni lui ni toi, j'en suis sûr et certain, avaient suivi une formation pour recruter des gens. Et d'ailleurs, je crois que c'est le premier asset d'une entreprise, c'est les gens. Putain, à quel moment on apprend à recruter? C'est pas hyper dur et même... Ça, faudrait que t'en parles avec Marc parce que Bon, pour on en le parle, coup, ok. il a recruté beaucoup de monde Ok. en VC Ah et, oui, parce qu'ils étaient ouais. très Son hands-on. associé vient d'écrire un livre là-dessus, donc Antoine, ouais, Antoine, il a écrit ok. un livre. Il a écrit un livre qui s'appelle Recruter les meilleurs. Et d'ailleurs, fun fact, Antoine était au board d'Assistant Rénov maintenant. Ah d'accord, trop drôle. Et puis je sais que d'ailleurs, à l'époque, Pardon, ils avaient... j'espère que ça va, tu veux de l'eau ou... Non, c'est bon. Bon, on a bientôt terminé. Mais je sais qu'à l'époque, tu sais, ils avaient une newsletter où ils proposaient des... Putain, j'ai déjà oublié le nom. C'était quoi la boîte C'était. Non, mais tu le me demanderas, VC. mais c'était Talent Letter. Et ouais, et le VC, c'était le Ah, le VC nom du de VC, Marc et Kerala. Antoine. Kerala, voilà, Ouais. c'est ça. T'es sûr, hein, tu veux pas que j'aille prendre de l'eau Si, hein vas-y, je viens de. Allez, on va faire une pause. Voilà. Vous en le souhaite. Voilà. Ouais, merci. Attends, je suis désolé, il est 9. On prend 2-3 minutes. Ouais, vas-y, t'inquiète. Je vais te parler de... Merci. Parler de... Bon, là. J'ai 2 plots. Recrutement. Juste savoir, c'est quoi la plus grosse chose que tu as apprise déjà, tu as recruté combien de personnes? Bah, du coup, pas mal. 40 quoi. Ouais. T'as été sur tous les entretiens? Non. Non. Non, Donc t'as j'ai su délégué une déléguer. partie depuis assez longtemps. On n'a pas parlé, mais pas facile de déléguer. Non, pas du tout facile. Ça dépend des profils quand même. Faut avoir confiance. Ouais, faut avoir confiance. Après, moi, comme je te dis, là, les managers, il y a 3 managers dans la boîte, je leur fais vraiment confiance. C'est carré. Ok. Tous les 3. C'est que des. En fait, on a recruté quand même beaucoup de profils similaires. Donc, on a des profils service client, on a des profils administratifs, on a des profils terrain. C'est plutôt Une fois que t'as senior. fait. Oui, c'est quand même Des gens c'est qui des gens plutôt connaissent expérimentés. l'industrie. Ouais, on va Ok. plutôt chercher des gens qui sont expérimentés, qui Sauf connaissent l'industrie, par exemple. Ouais, exactement. Non, mais si maintenant, je commence Ça à va. rouler ma bosse. Non, mais je rigole. Et donc, une fois que tu as recruté les premiers, que tu as été premier, succès, tes premiers wins et tes premiers des personnes avec qui ça s'est mal passé, tu apprends quand même beaucoup. Et du coup, c'est plus facile aussi Donc, de déléguer, d'avoir une Il scorecard. y a eu etc. des échecs dans les recrutements. Ouais, quelques-uns. C'est quoi? T'as pas su quelques-uns. bien lire? Il y en a qui mentent, c'est normal. Ouais, bah là. Tout le monde a ses intérêts. Pour le coup, oui, il y a des personnes qui n'étaient pas forcément honnêtes. Moi, c'est surtout ça qui peut me driver à remercier quelqu'un. C'est le manque d'honnêteté. Remercie. Remercier. Ah là. C'est Ça parle policé, comme hein. une... Ouais, vraiment, là, on est dans le lobbying. C'est policé, c'est policé. Qu'est-ce que j'ai eu comme... Pas tant que ça, en vrai. Il y a, Ok. pas tant que ça. T'as tant pas d'échecs que remis ça. en question, moi c'est un peu la question, parce que je trouve que c'est rien de palpable, c'est de l'humain, on t'apprend pas Ouais. à le gérer, on t'apprend pas, il y a des gens qui ont une analyse, une sensibilité et d'autres un peu moins. T'as remis en question ton jugement, toi? C'est intéressant. Pour le coup, non. Pour l'instant, non. Non, Mais pas pour le moment. ça, Ok. enfin, je sais pas, je veux pas être prétentieuse ou quoi, mais non. Rien qui m'a fait remettre en question, En mode, par exemple, ma lecture, enfin ma capacité à lire les gens, etc. Ouais, ou gros red flag que t'avais pas vu. ou- Ouais, voilà. Et globalement, les gens avec qui ça s'est mal passé, c'est pas des choses que j'avais pas anticipées chez eux. Ok. C'est juste des choses qui se sont matérialisées. J'avais plutôt parié que, en fait, ça allait bien se passer. Et en fait, non, mais c'était pas, je suis pas tombée de ma chaise en découvrant un trait de personnalité de quelqu'un ou quoi. Et quand tu recrutes quelqu'un, juste derrière, une question Ouais. là-dessus, pour des gens qui apply dans une entreprise, et pour moi, en fait, qui est quand même aussi Tu veux un postuler fort caractère, non, mais je sais, enfin... Bon, bref, je sais que je suis entrepreneur aujourd'hui, ça me va très bien. La question, c'est quoi? C'est, je vais y arriver, oui, est-ce qu'il faut être lisse? Est-ce qu'il faut laisser tout son caractère de côté? Je sais que c'est de la société, mais est-ce Ouais. qu'il y a des gens où tu te dis, c'est une pépite, cette personne, mais malheureusement, Ouais. on est là pour travailler en équipe et ça va pas le faire avec les autres. Ouais, alors ça veut pas dire être lisse, hein, mais je pense, moi, il y a une dimension très importante de Se tenir, quoi. ouais, d'être capable de faire des compromis, d'être capable juste de supporter la hiérarchie. Et d'ailleurs, recruter des entrepreneurs, c'est un truc qui me pose question pour ça, parce que mon premier réflexe, c'est de me dire, c'est des personnes qui, a priori, n'aimaient pas trop avoir un boss. Là, Toi, c'est la quelque chose première qui va...
Moi, la première, mais moi, je supporte assez bien. Pour le coup, c'est un truc. Enfin, pour être entrepreneur, il faut aussi accepter que c'est pas toi le boss. Oui, si, je suis le boss de la boîte, mais c'est pas ta boîte, quoi. Donc, bien sûr. Mais du coup, t'as déjà ce prisme quand tu vois des entrepreneurs. Moi, j'ai jamais eu de problème avec la hiérarchie, disons. Ok. Si j'ai confiance et j'estime les personnes, j'ai pas de problème avec ça. En revanche, je connais plein d'entrepreneurs pour qui c'est le cas, qui supporteraient pas, je pense. Ok. Et en fait, il se trouve que j'ai recruté beaucoup de gens en fait sur le terrain. On a beaucoup de personnes qui étaient auto-entrepreneurs, qui étaient à leur compte. C'est beaucoup de profils comme ça. C'est pas du tout facile de bien cerner des personnes qui en plus que tu vois pas au quotidien parce qu'elles sont sillonnent la France tous les jours, donc tu les vois très peu. Ça, je trouve que c'est assez challenging en termes RH, gestion RH des forces de terrain. C'est très difficile. On a eu quelques recrutements qui se sont mal passés et puis voilà, on apprend et puis ça coûte cher un recrutement qui se passe mal, on est d'accord. Ouais, ça coûte cher, en énergie, en temps, mais en après argent. bien sûr, ça coûte cher. Après, il faut l'inclure dans ton modèle de recrutement. Sur des postes comme ça de terrain opérationnel, t'as quand même plus de turnover que sur d'autres types de jobs. Pareil, par exemple, généralement, les postes commerciaux, tu as un peu plus de turnover. Donc, on te dit souvent, t'en prends 3 pour en garder 2. Voilà. Ok, intéressant. Donc, il faut l'avoir factorisé, ça. On termine ce podcast. Je vais pas croquer trop de temps et apparemment, tu as une journée. Après, il paraît que tu bosses. Ça va? C'est du plaisir? Le podcast Ouais. Ouais, grave, c'est cool. Assistant Rénov, j'espère que c'est du plaisir, sinon là, tu nous aurais menti dans ce podcast. Et toi, ça va? Tout ce qui a été... Moi, ça va, mais c'est plus genre, c'est full impro, c'est pour ça que je voulais savoir, ça va, je ne t'ai pas menti. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureuse au quotidien? 9 ou 10. Le truc en ce moment qui me pèse beaucoup, c'est la météo à Paris, pour tout te dire. Sinon, je suis quelqu'un de très heureux. Je valide, je suis d'accord. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche? Je sais pas, c'est 7. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job d'entrepreneur t'apporte du sens dans ta vie perso au quotidien? 10. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point ce même job d'entrepreneur te demande de l'effort ou est difficile au quotidien? Me demande de l'effort 7 et difficile 3. Ah, ok. C'est pas pareil pour moi. Donc c'est pas pareil. Donc ça me demande de l'effort, mais ça me coûte pas, ça me porte plutôt que ça me coûte. Sinon, j'arrêterais. Ah, c'est intéressant. Ok. Mais pour moi, l'effort, c'est quelque chose de très positif. Mais oui, j'y mets beaucoup d'énergie, quoi. Oui, mais comme pour le sport, voilà, la finalité, ou même, c'est pas que la finalité, même le chemin, tu prends du plaisir, j'imagine. 100%, voilà. C'est quoi la matière que t'aimerais que ta fille ait, sachant que ta fille n'a même pas encore 1 an, mais qu'elle ait quand elle sera en primaire? La matière que tous les enfants devraient avoir en primaire qui n'existe pas encore. Ah, en primaire? Ouais, parce que en sinon, primaire. j'aurais dit apprendre à coder, apprendre un langage informatique, je pense que c'est cool. En primaire, c'est un peu tôt. 42 en primaire. Tonton Xavier sera content. Non, de l'éducation civique, je sais pas si ça existe dès la primaire, mais je pense que c'est important. Ok, voilà. Savoir se comporter en société. Savoir se comporter, comprendre les différences. Ok, et c'est ma dernière question, je l'ai pas oubliée. Et tu t'en doutes ou pas? Non. Pour les gens qui vont regarder peut-être ce reel et qui ne le savent pas, ton conjoint est aussi entrepreneur. Tu es entrepreneur ou intrapreneur. Quand est-ce que vous montez une putain de boîte ensemble? Je sais pas. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Mais peut-être pas. Qu'est-ce qui a fait que vous ne l'avez pas encore fait pour le moment? Monter une famille, on s'est déjà monté une boîte de mémo. Pourquoi pour le moment vous l'avez pas fait? Est-ce que vous en avez déjà discuté? Ouais, on en a déjà parlé. Je pense qu'on a des profils très similaires déjà. En vrai, donc ça peut matcher pour fonder une famille, mais créer une boîte, non? Ouais, enfin en tout cas, c'est moins évident parce que je pense qu'on a tous les deux des profils de CEO et généralement dans une boîte il y en a qu'un. Donc voilà, on s'est plutôt dit qu'on montrait un family office avec tout l'argent qu'on allait gagner un jour. Ok, make sense. 2 anciens VC, entrepreneurs, on revient en mode BA. Ok, très bien. Bon, un grand merci. Moi, j'aime bien terminer, mais je vais te laisser terminer avec ça. Moi, je dis un grand merde à toutes les personnes qui nous regardent, qui doutent, qui veulent entreprendre un pas après l'autre, une petite victoire. Et tout va bien aller, j'espère. Mais moi, je te laisse le message de la fin avec plein d'enthousiasme, j'espère. Qu'est-ce que tu as à dire à nos entrepreneurs ou nos auditeurs? J'ai envie de dire, faites quelque chose qui vous inspire et qui vous donne du sens au quotidien. Sinon, vous risquez d'être malheureux. Voilà. Soyez heureux, les amis. Soyez heureux. Oh là, ce lissage dans le podcast à la fin. Bon, un grand merci, Camille. Merci d'être venu. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.